Mardi 16 juillet 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, les cartes d'identité nationale biométriques seront disponibles cette année pour tout citoyen ayant 18 ans révolu. Le ministère du Développement et de la Transformation numérique des Postes et des Télécommunications sera le département en charge de la mise en œuvre de cette initiative dont l'objectif est de concrétiser toutes les données concernant l'état civil. Il est primordial pour ce département ministériel, à travers la politique générale de l'État, de mettre en place la digitalisation et de mettre en œuvre les nouvelles technologies dans l'administration publique. Les travaux dans ce sens avancent selon le ministère de tutelle en fin de semaine. Reportage de la Terre Haute-Mauf et Zar Hadjiansou. Parmi les travaux qui attendent le ministère du Développement et de la Transformation numérique, des Postes et des Télécommunications figure la mise en place d'un enrôlement biométrique pour tout citoyen malagasy. Tout citoyen âgé de plus de 18 ans sera doté de carte d'identité nationale biométrique. La mise en œuvre de ce projet débutera cette année, affirme le ministre de tutelle, Taïna Michel Razavnjamalou. Dans cette optique de la promotion du numérique et de la digitalisation des services publics, les travaux du ministère ont débuté par la mise en place, au niveau des Fukuntagnes, des carnets de Fukuntagnes biométriques par ménage. Ce carnet permettra ainsi de répertorier tous les ménages malgaches selon leur classe sociale. Ces carnets ont permis d'aider les classes sociales vulnérables, notamment pour la distribution de vivres, des éclairages et bien d'autres projets s'inscrivant dans la politique du président de la République, André Duelen. Le système de dématérialisation est aussi déjà effectif au niveau des ministères, comme celui de l'économie et des finances, notamment dans le paiement des impôts et des taxes, entre autres. De même pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le paiement des bourses des étudiants. Il est primordial pour le ministère du Développement et de la Transformation numérique, des Postes et des Télécommunications, à travers la politique générale de l'État, de mettre en place la digitalisation et de mettre en place les nouvelles technologies dans l'administration publique. Les travaux dans ce sens avancent, selon le ministre de tutelle, en fin de semaine. Ensuite, la première édition du projet e-Connect s'est terminée aujourd'hui, au cours de laquelle des micro-projets ont été sélectionnés pour la commune urbaine d'Antananarive. Lors de cette première phase, 25 personnes ont répondu à l'appel diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias en avril. À l'issue de cet appel, 10 ont été sélectionnés et 5 d'entre eux ont remporté le prix de 5 000 € chacun, ainsi que divers accompagnements pour faire connaître leur projet. Reportage signé Mervoulas Feren et Praz Denilson. 10 des 25 micro-projets participants ont été sélectionnés lors de cette première édition du projet Territoire numérique en transition ou e-Connect. Les 5 projets sélectionnés qui peuvent apporter des solutions numériques aux problèmes rencontrés quotidiennement par la population. e-Connect présente des impacts pour améliorer les quotidiens des Tananariviens en mettant en lumière les sites thématiques dans la transparence de la municipalité et la participation citoyenne, la santé, la gestion des déchets, la mobilité, ainsi que la culture et le patrimoine. Le projet contribuera ainsi au développement durable de la capitale. Notons que ces 5 projets sont basés sur des solutions adaptées à la vie quotidienne de la population de la capitale, comme le transport, l'aviculture ou la technologie. L'un des lauréats a choisi de mettre en œuvre une application qui permet de collecter toutes les informations concernant la culture, ainsi que les sites historiques de la ville en premier lieu, mais aussi de Madagascar. Un autre projet proposé par l'un de ces lauréats consiste à l'utilisation d'une application qui permet de voir toutes les bases de données juridiques à Madagascar. Cette application qui permet également d'envoyer directement des doléances auprès de la médiature de la République malgache face aux différents dysfonctionnements au sein des services publics. Après cette première édition, le projet e-Connect s'élargira à des projets plus vastes. En éducation, les vacations des correcteurs du baccalauréat 2023 ont été payées selon les explications du directeur des finances au sein de l'université d'Antananarive. Aujourd'hui, il n'y a également aucune inquiétude quant à d'éventuels retards dans le paiement des vacations pour cette année 2024, car l'université d'Antananarive a déjà reçu la première tranche des vacations d'un montant d'1,214 milliard d'ariars, d'après toujours les informations. Martina et Sechangiana nous en disent plus. Le paiement des vacations dans une circonscription scolaire en dehors d'Antananarive a subi un retard l'année dernière en raison de l'état de santé d'un agent chargé de la répartition des indemnités des vacataires.
Mais ce problème est actuellement résolu, a déclaré aujourd'hui le directeur des finances de l'université d'Antananarivo face aux rumeurs qui circulent concernant la vacation 2023. Le paiement des vacations a toujours posé des problèmes en raison du retard de leur paiement. Ce qui ne sera plus le cas pour le baccalauréat 2024, a confirmé aujourd'hui le directeur des finances de l'université d'Antananarivo. En effet, la première tranche des vacations, d'un montant d'1,214 milliard d'ariars, a déjà été remise par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux responsables de l'université d'Antananarivo. Et quant à la deuxième tranche, son déblocage a été déjà approuvé, selon toujours les informations. A rappelé que les épreuves du baccalauréat général se tiendront du 22 au 26 juillet. Et le taux de réussite national au BEPC est de 67,97% cette année contre 62,42% en 2023 selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce ministère a déployé d'énormes efforts afin de fournir aux enfants malgaches un enseignement de qualité. Félan Rakoutarsour. Le fait d'effectuer des examens blancs et des révisions généraux ont permis ce taux de réussite cette année, d'après les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale. En effet, les chiffres partagés par le ministère de tutelle font état d'un taux de réussite de 67,97% cette année contre 62,42% en 2023. Selon le ministère, sur les 299 130 candidats, 197 633 ont réussi les épreuves. Et si, en 2023, ils étaient 181 954 candidats à être passés sur les 305 836 inscrits. Antananarivo, ville où, comme chaque année, le plus grand nombre de candidats est enregistré, les résultats du BEPC ont connu une hausse de près de 10 points. Le taux de réussite est passé de 54,54% en 2023 à 64,39% en 2024. Dans la draine Analaming en particulier, la circonscription d'Ambouidjachim a enregistré un taux de réussite de 60,71%, un Jamasn 74,16%, un Dzourbé 75,66%, un Kasbé 77,35% et Mazakanjin 78,40%. Passons dans la partie nord-ouest de Madagascar, le retard en termes de développement dans sa circonscription est la raison pour laquelle le député de Madagascar, élu dans le district de Madzanga 2, s'est présenté aux élections. Selon ses explications, selon lui, aucune réalisation n'a été constatée au cours des 14 dernières années et actuellement, l'amélioration des infrastructures telles que les routes, l'éducation et la santé sont d'une priorité pour Madzanga 2, des domaines pour lesquels il collaborera avec le gouvernement actuel. L'on peut dire que le district de Madzanga 2 est en retard en termes de développement car aucune réalisation n'y a été constatée depuis 14 ans, a déclaré le député de Madagascar récemment élu dans cette circonscription. Le district n'a pas connu depuis lors un développement tangible, ni en termes d'infrastructure, ni en termes de développement humain. Il a affirmé sa volonté d'apporter le développement qui n'avait pas existé depuis de nombreuses années dans cette circonscription où il a été élu, un développement pour lequel il travaillera avec le gouvernement actuel. Ce député a également confirmé que la coopération avec le gouvernement est l'une des clés du développement. À noter qu'Orlando Ramananarivo est un député indépendant qui a déclaré son soutien et sa coopération avec le gouvernement actuel. Il est également membre de l'Union parlementaire pour la démocratie ou UPAD. Dans un tout autre sujet, plus de 600 femmes sont détenues à la prison d'Adanmour actuellement. 74 d'entre elles sont accompagnées de leurs enfants et certaines sont enceintes. La cellule de prière dirigée par maman Olga Radziwiłł, la mère du président de la République, est venue leur rendre visite hier pour reconforter mais également pour leur apporter des aides. Reportage de Fadji Sénémiré sur les images de Yves Janel. Au total, 683 femmes sont actuellement détenues à la prison d'Adanmour. 12 d'entre elles sont enceintes et 74 sont accompagnées de leurs enfants. Durant la journée d'hier, la cellule de prière dirigée par maman Olga Radziwiłł, la mère du président de la République, est venue leur rendre visite pour les réconforter, pour leur donner de l'espoir, étant donné les difficultés auxquelles elles subissent. Les détenus, pour leur part, ont déclaré que les paroles de Dieu partagées leur ont donné une grande force. Les prisonniers ne sont pas seuls dans le combat difficile qu'ils traversent, mais la cellule de prière dirigée par maman Olga Radziwiłł continue de prier pour eux.
Ce n'est pas la première fois que cette cellule de prière effectue une visite à la prison d'Al-Danmour. Hier, ces femmes détenues ont été dotées de couvertures, de produits de nécessité ainsi que de repas chauds. Place maintenant aux actualités internationales. Destination États-Unis. Donald Trump est arrivé lundi, pansement sur l'oreille, à la convention républicaine de Milwaukee, accueilli par une foule survoltée qui l'a longuement ovationné debout. France 54. Pansement sur l'oreille et point levé, Donald Trump, tout juste désigné candidat à la présidentielle, arrive en héros à la convention républicaine de Milwaukee. Il est ovationné par la foule quelques jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat. À ses côtés, James David Vance, le sénateur de l'Ohio, affiche sa complicité avec le magnat de l'immobilier. Il vient d'être nommé vice-président. L'affiche séduit les partisans. Je suis ravie du choix du vice-président. Il a une histoire convaincante, donc je pense qu'il sera formidable. À 39 ans, cet ancien militaire et auteur de romans à succès est l'un des principaux porte-parole des conservateurs au Congrès. Anti-immigration, défenseur du protectionnisme économique, James David Vance s'est pourtant montré très critique envers l'ancien président dans le passé, comme en 2016, où il le traite d'idiot. Il est aujourd'hui considéré comme plus radical que Donald Trump par les démocrates. C'est un clone de Trump sur les sujets, un clone de Trump sur les dossiers. Je ne vois donc pas de différence. Porte-voix d'une population ouvrière et déclassée du nord-est des États-Unis, James David Vance prononcera un discours ce mercredi. Et les espoirs de paix s'amenuisent mardi dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 9 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, à l'heure où la catastrophe humanitaire s'aggrave, alerte des ONG. Reportage sur les images de France 24. Dans ce linceul, le corps d'un enfant palestinien, tué lundi dans une frappe israélienne, est déposé à la morgue. Faute de place, ce bébé, lui, est posé sur le corps de sa grand-mère décédée. Comme eux, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans ce bombardement mené par Israël dans le camp de Nuseirat, en majorité des femmes et des enfants. Toute une famille est morte, la mère, le père et les 2 enfants, ainsi que mon ami Mahmoud, qui travaillait dans l'administration civile. Des bilans macabres qui se succèdent à Gaza, alors que l'armée israélienne multiplie ses frappes, disant viser des membres du Hamas. Ces 2 derniers jours, plusieurs maisons ou appartements ont été ciblés par des avions, notamment à Khan Younes. Lundi, une école abritant des déplacés avait elle aussi été ciblée. C'est la 6e bombardée en 9 jours dans la bande de Gaza. La veille, des dizaines de personnes avaient été tuées dans le bombardement d'une école de l'UNRWA, abritant des réfugiés dans la ville de Gaza. Cet humanitaire parle d'un massacre. Je suis à Gaza depuis 9 mois et j'ai vu certaines des scènes les plus horribles depuis que je suis là. L'établissement de santé était débordé, il y a eu plus de 100 blessés et l'air était empli d'une odeur de sang. J'ai vu des bambins doublement amputés, des enfants paralysés et dans l'impossibilité de recevoir un traitement. Des événements qui aggravent la catastrophe humanitaire déjà immense selon Médecins sans frontières. Avec 12 autres ONG, MSF a publié un communiqué lundi pour dénoncer l'obstruction systématique à l'aide par Israël et ses attaques contre les opérations d'aide. Selon ces ONG, l'acheminement de l'aide est à l'arrêt complet depuis la prise du point de passage de Rafah par les Israéliens début mai. Dans le nord de la bande de Gaza, 20% des foyers sont classés en situation catastrophique et 50% en situation urgente pour risque de famine. Et en France, le premier Conseil des ministres post-législatif se réunit mardi et pourrait ouvrir la voie à une démission de Gabriel Attal, même si le Premier ministre resterait en place pour gérer les affaires courantes. France 24. Gouvernement qui démissionne, mais qui reste en place, car il faut bien que l'État soit géré. Voilà ce qu'est l'expédition des affaires courantes. Mais quand et comment se met-elle en place? Je vous remercie. Résumé des épisodes précédents. Le 7 juillet, au soir des législatives, Gabriel Attal annonce qu'il va remettre sa démission. Elle est refusée par Emmanuel Macron. En Conseil des ministres, elle sera en principe acceptée. Et ainsi débutera la période des affaires courantes. Jusqu'à quand? Les expériences passées ont été courtes, 9 jours maximum. Pas de Conseil des ministres, sauf exception, comme en 1981, avant que Valéry Giscard d'Estaing ne quitte l'Élysée. Pour le reste,
Expédier les affaires courantes, c'est tenir l'État, assurer une forme de continuité de l'État dans les administrations, dans les politiques menées, mais il ne faut prendre aucune décision qui engagerait le gouvernement suivant et qui ne serait pas dans la continuité d'une décision déjà prise. Qu'autorise alors la gestion des affaires courantes? La Constitution n'en dit rien, mais une note du secrétariat général du gouvernement que nous avons consultée prévoit que la gestion au jour le jour des dossiers peut amener à des mesures d'urgence, en particulier au ministère de l'Intérieur qui garde toute latitude pour le maintien de l'ordre. Même l'état d'urgence dans un cas extrême peut être décrété pendant la période. Dernière question, pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que les ex-ministres, qui gardent quand même leur charge, retrouvent surtout leur siège de député. Et cette semaine, on va voter dans l'hémicycle, notamment pour la présidence de l'Assemblée. Vous n'êtes pas ministre quand vous êtes démissionnaire, vous faites office de ministre, et d'un point de vue statutaire, ça fait toute la différence. Mais pour la gauche, le gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes n'est ni une solution ni un moindre mal. C'est pas un moindre mal pour la démocratie, c'est un vrai problème. Enfin, c'est quand même le seul endroit au monde où une élection se déroule, il y a quand même une coalition qui gagne, c'est pas elle qui gouverne le pays. Dernier conseil des ministres avant sans doute plusieurs semaines de cours de l'Élysée, sans balai de voitures ministérielles. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Nizouk au point de droit avec Céline Khaniklantou. Au revoir à tous.